samedi 27 novembre au mercredi 22 décembre, Radio en Construction s'associe avec la CRES et le Media Lab d'Artefact pour vous proposer des plateaux radio sur les thématiques de l'économie sociale et solidaire. Retrouvez-nous en direct de la place Grimuysen le 27 novembre et les 2, 10, 17 et 22 décembre de 18h30 à 20h ou sur radioenconstruction.com pour discuter coopération, solidarité et entraide avec les acteurs et actrices du marché off, de l'économie sociale et solidaire, ainsi que des initiatives locales. Marchéoff.radio, un rendez-vous à ne pas rater du 27 novembre au 22 décembre en direct de la place Grimuysen et sur radioenconstruction.com. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Radio en Construction pour celles et ceux qui nous écoutent sur le 90.7 ou bien depuis le site internet radioenconstruction.com et bonsoir aux internautes qui nous regardent sur Facebook pour ce 3e live en BD sur le marché de Noël off place Grimuysen. Nous sommes donc au milieu du vin chaud, de bons produits, des idées cadeaux, d'une foultitude de partenaires et producteurs qui produisent autrement, c'est-à-dire éthiquement. Alors Radio en Construction a construit le programme Visage de la coopération sur l'invitation de la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Chaque semaine, on discute donc coopération formelle ou informelle, solutions, écoute, compréhension et collaboration avec nos invités. Alors l'émission de ce soir est intitulée « Coopérer avec tout et tout le monde » et vise à élargir la coopération à toute chose, la nature aussi. Nous discuterons avec Olivier Marchini, chargé de développement qui coordonne des chantiers d'insertion. Puis Thierry Kuhn, directeur d'Emmaüs Mundo, mènera un entretien avec Isabelle Delannoy, qui est environnementaliste et a co-scénarisé notamment le film Home de Yann Arthus Bertrand. Elle est l'autrice de L'économie symbiotique et fondatrice de Do Green. Mais avant tout, et comme chaque semaine, c'est un expert inattendu qui vient nous éclairer autrement sur la coopération, et en l'occurrence Xavier Génaud. Il est architecte spécialisé dans la coordination de la préparation et de la réponse humanitaire aux désastres dits naturels. Il est également référent technique au sein de l'équipe de réponse aux urgences de la Croix-Rouge française. Bonsoir Xavier Génaud. Bonsoir. Alors tout d'abord, en quoi l'architecture parle-t-elle ou devrait-elle parler de coopération ? Elle fait de facto l'architecture. C'est vrai qu'on peut la voir on peut voir cette partie du métier de l'architecte ou du bâtiment qui est donc ses murs, son toit. L'architecture, c'est avant tout la coopération, parce que c'est la coopération entre l'habitant, l'architecte, le maire, le voisin, le menuisier, le charpentier, en fait tous les gens qui vont qui vont se coordonner, qui vont coopérer pour faire architecture finalement. L'architecture n'est pas uniquement du bâti, je dirais. Alors pour parler plus concrètement de vous et de la réponse aux catastrophes naturelles, on verra qu'il est aussi question de coopération lorsqu'on répond à ce genre d'événements. On peut citer l'archipel du Vanuatu, particulièrement exposé aux cyclones, où en tant que coordinateur et référent pour la Croix-Rouge, vous avez constaté que la Safe House, maison sûre, permettait aux habitants de se réfugier. Qu'est-ce que cette maison raconte ? Alors le Vanuatu, déjà pour introduire le pays qui est quand même très, très, très inconnu pour les gens, c'est le pays le plus exposé aux aléas climatiques dans le monde. Il y a un index des Nations Unies où en gros la majorité, tous les pays sont en dessous de 60 et le Vanuatu il est tout au-dessus à 86%. Donc c'est vraiment le plus exposé avec des cyclones, avec des tremblements de terre, avec des volcans, enfin la totale. Et en fait la Safe House c'est un peu l'élément fort qui exprime la résilience et la capacité de cette société de s'adapter à son environnement. En gros, chaque année, il peut y avoir 2 cyclones, un tremblement de terre, enfin, c'est du permanent. Nous, on ne connaît pas ça, ça ne fait pas partie de nos façons de vivre, en tout cas pas pour l'instant. Ça peut peut-être changer par la suite. Mais en gros, si je veux résumer, les communautés, les tribus ont, pour eux, une maison, c'est un jardin, en gros. En résumé. Et en fait, dans le jardin, il y a différents bâtiments qui peuvent être très légers et qui peuvent partir avec le cyclone. C'est pas grave, parce qu'on peut aller dans la forêt et couper de l'arbre pour le faire. En revanche, il y a toujours une structure. Alors, ça peut être la cuisine de la famille ou ça peut être le bâtiment du chef, mais généralement, c'est la cuisine dans ce que j'ai visité moi, ce que j'ai expérimenté moi-même, qui est construit différemment.
qui est construit différemment parce que des bois plus solides. Dans le cas de la cuisine, comme on cuisine dedans, la fumée vient assécher le bois et tuer les insectes. Et en fait, dès qu'il y a le cyclone, les gens vont se réfugier à l'intérieur. Et expérience que moi j'ai vue, la première fois que je suis au Vanuatu, c'était après le cyclone Pam, qui était en 2015, où il y avait quand même 180 000 personnes qui sont pris des vents à 300 km/h sur la tête, avec quand même des bâtiments qui, moi, me semblaient, dans mon expérience, très très légers. Et il y avait que moins d'une dizaine de morts. Et je ne comprenais pas comment il était possible. Et en fait, la solution, c'est ces safe house. Et j'ai visité une communauté avec le chef, et il y avait un bâtiment, une cuisine qui faisait 15 mètres carrés, 15 mètres carrés, je dirais. Et quelqu'un sort de la maison et me dit, t'as vu, ils ont même cassé la poutre. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Et en fait, l'équivalent d'une poutre est décassé en deux. Et donc, je demande au chef, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Et il me dit, quand il y a un cyclone, on fait toujours comme ça, on se met dans ce bâtiment, on était 45. Et donc, en fait, les personnes les plus faibles, les plus vulnérables se mettent au sol, et les hommes retiennent la structure pendant 8 heures. Et donc, la safe house, c'est un peu ce concept, mais c'est réel, ça fonctionne. Ça fait partie d'une coopération informelle entre tous les membres de la communauté qui doivent aussi une partie de travail gratuit, je dirais, pour le bien de la communauté. Et le safe house se retrouve aussi au niveau formel, parce que ça fait partie du plan de contingence au niveau communautaire et jusqu'au gouvernement. Il faut savoir que le Vanuatu, c'est le premier pays au monde qui a créé un ministère de l'adaptation et au changement climatique. Donc ils ont vraiment pris ça à bras-le-corps parce qu'ils n'ont pas trop le choix. Et donc on a beaucoup de leçons à prendre de ce type de structure et de société, parce que le monde va pas forcément dans une direction qu'on aimerait. Voilà. Et finalement, cette maison, c'est aussi le résultat de la coopération avec l'environnement direct, parce que vous disiez qu'ils faisaient très attention. Les maisons sont construites avec le bois environnant. On sait aussi que les insectes s'attaquent au bois des poutres, etc. Donc c'est aussi ça, la coopération avec l'environnement direct. Le bois, il y a une vraie connaissance empirique des gens de la communauté, de la tribu et des chefs coutumiers qui disent c'est ce bois-là qu'on va tremper pendant tant de temps dans la mer pour bien traiter le bois. C'est tout un savoir qui est traditionnel. Mais quand je parle de coopération, c'est aussi que c'est un archipel, le Vanuatu. Et par exemple, 2-3 ans après, il y a eu une île où on a dû évacuer des gens sur notre île. Parce que le volcan s'était réveillé. Et ils avaient un peu perdu ce savoir de la safe house traditionnelle. Et du coup, il y a eu une coopération entre les îles qui s'organisait, formelle et informelle. Un partage de savoir où des gens d'une île sont allés vers l'autre pour passer un savoir. Et c'est toute une tradition. Ça, c'est vraiment un monde à part, mais dont on a beaucoup à apprendre. En réponse aux catastrophes, mais pas que, on se rend compte que la question de l'habitat cristallise les solidarités aussi. Pourquoi ? Alors pourquoi ça a créé ces solidarités? C'est parce qu'en fait, après après un désastre naturel, moi je travaille vraiment dans tout ce qui est grosse catastrophe. Je travaille pas du tout sur les zones de conflit. Donc ce que je vais dire, c'est vraiment très particulier. En gros, dans la réponse humanitaire, il y a 11 secteurs de réponse humanitaire. Et la santé, l'eau, la nourriture, c'est ce qui arrive dans la tête en premier. C'est les premiers besoins humains. Mais si on ne s'attaque pas à l'habitat, on a plein d'autres problèmes qui vont se rajouter. Aussi bien le problème de sécurité physique, mais aussi le fait que les gens seront plus malades, ne seront pas en sécurité. Et en fait, nous, après avoir passé la première urgence, où on va en soutenir la solidarité entre qui existe de facto, on va viser souvent à mettre un point sur l'habitat, parce que l'habitat, pour aider au relèvement des communautés affectées, parce que finalement l'habitat devient le point d'ancrage, une réponse où on peut traiter un peu tous les sujets. Au niveau de l'habitat, on va pouvoir traiter les questions d'assainissement, on va pouvoir traiter les questions d'éducation, parce que la lumière dans l'habitat, et en dehors de l'habitat, on va pouvoir traiter les questions de santé avec des moustiquaires, et donc c'est vraiment un ancrage de soutien au relèvement. Voilà. Et quel est le rôle du voisinage dans ces situations-là, ou même au quotidien ici, à Strasbourg par exemple? Alors le voisinage, je me souviens d'un moment les plus forts que j'ai vécu, qui était la réponse au tremblement de terre en Haïti, à Port-au-Prince en 2010. Moi, je fais partie des premières vagues, donc je suis arrivé à J+7.
Mais qu'est-ce qui s'est passé entre J0 et J+7 ? L'aide externe, formelle, elle doit s'organiser, elle prend du temps à arriver. Et en discutant avec ces 2 ans et demi là-bas, en discutant avec des Haïtiens, ils disaient, mais tu peux pas imaginer ce qui s'est passé avant que vous arriviez. Donc dès qu'il y a une catastrophe, il y a ça. Et comme souvent les gens quand me posent des questions, disent mais c'est quoi que vous faites en réponse en urgence et qu'est-ce qu'il faut faire? Et chaque fois je dis mais imaginez-vous qu'il y a un tremblement de terre à Strasbourg, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que vous attendez l'aide externe qui arrive ou ben non, moi j'appellerais mon voisin, mon copain, mon collègue, écoute, t'as pas une piole pour moi pour 10 jours. Donc nous, notre action elle est de soutenir cette solidarité informelle et formelle. Aussi bien les gens qui ont tout perdu, qui n'ont pas de solution, mais aussi soutenir ces accords informels pour que ça dure pour eux. Qu'est-ce que ça veut dire au niveau de Strasbourg? C'est aussi ça. Alors parfois, il y a une frustration que je peux avoir parce que j'ai effectivement des expériences internationales et je ne suis pas appliqué au national, mais parfois, il faudrait... C'est vrai qu'on se dit, mais un exilé, un migrant, quelqu'un de la rue, c'est un être humain et on pourrait avoir cette solidarité. Elle existe, il y a beaucoup d'associations à Strasbourg, elle existe, mais je pense qu'on ne peut pas s'imaginer notre réaction communautaire si on a des désastres soudains comme celui-là. Espérons que ça n'arrive pas à Strasbourg, mais je suis quasiment sûr que si ça arrive à Strasbourg, ces solidarités vont se déclencher ou se réactiver, ou naturellement on va retrouver un sens de l'espèce, je dirais, et finalement on va ouvrir sa porte parce qu'on sera face à cette chose-là. Le plus compliqué, je trouve, c'est cette problématique du continu qui pose un autre souci. Alors nous allons écouter ensemble un extrait d'interview d'un voisin de la rue du Ruisseau Bleu, ici à Strasbourg. Le son a été enregistré par Emma Schneider. Quelle est la particularité exacte de cette rue au niveau du lien entre les voisins? Alors c'est une rue qui est connue pour l'entraide et simplement l'amitié en fait qui règne entre les voisins. Pas tous évidemment, mais une grosse majorité quand même. Et de cette amitié naît quelques initiatives diverses en fait dans la rue. Et est-ce que tu peux m'expliquer comment est née cette coopération et puis surtout à quel moment, depuis quand elle existe? Alors j'y étais pas encore, mais il me semble que c'était il y a 20 ans ou plus, en tout cas 20 ans, on va dire 20 ans. Et c'est un peu anecdotique, mais en fait c'est un des voisins qui s'est fait agresser dans la rue. Et en fait un autre voisin, un ami à lui, avec un autre voisin, ils ont décidé en fait au lieu de faire comme aux États-Unis les rondes de nuit pour maintenir l'ordre dans la rue, ils se sont dit que si tous les voisins se connaissaient, en fait, il y aurait moins d'agressions, il y aurait moins de problèmes en fait qui se passeraient. Et du coup, ils ont décidé de faire ça a commencé par une fête de rue en fait, où au départ ils étaient une quinzaine de voisins à faire la fête, barbecue, apéro, tout ça. Et au fur et à mesure des années, cette fête a grossi, et là, dernièrement, hors période Covid évidemment, la rue était fermée, des tables étaient posées, 3 gros barbecues, et il y avait environ 500 personnes, des groupes de musique et tout ça. Voilà, le son est terminé. Qu'est-ce que ça vous évoque? Moi, j'ai l'impression de retrouver ce que vous disiez un petit peu, c'est-à-dire que la solidarité, elle émerge toujours après un événement qui peut être éventuellement difficile. Oui, c'est sûr. Alors moi, je suis pas en ce moment, des dernières années, je suis un peu bloqué à Strasbourg, mais en gros, dans l'année, je suis quasiment la moitié de l'année à l'étranger en réponse à une catastrophe. Et donc, j'ai une vision de Strasbourg. Je suis pas Strasbourg d'origine, donc j'ai une vision de Strasbourg que je regarde. Et je la vois évoluer, effectivement, toutes ces rues où des associations qui se créent. Et c'est beau à voir. Et effectivement, la grande différence ou difficulté pour nous, finalement, quand on répond, c'est entre, on va dire, une réponse dite rurale et urbaine. Finalement, dans un village, on va dire, c'est plus simple, parce que les gens se connaissent. Et donc, nous, quand on vient soutenir le relèvement des populations, c'est plus simple à mettre en œuvre, parce que comprendre les interlocuteurs, comment ils interagissent, c'est beaucoup plus simple. En ville, c'est beaucoup plus compliqué. Comment comprendre ce qu'on va appeler la matrice urbaine, parce que les réseaux sont beaucoup plus compliqués. Et étant Strasbourg d'adoption et repassant, je suis très heureux de voir ces éléments qui se créent.
Et je suis très intéressé aussi de voir, comme il expliquait, qu'on ne fait pas comme aux États-Unis avec des rondes. Et par exemple, une de ma dernière mission où je suis rentré, c'était aux Bahamas, après le cyclone Dorian, où il y avait... le cyclone était resté 48 heures sur l'île. Vous pouvez imaginer, il y avait 5 mètres d'eau et ainsi de suite. Et moi, je vivais... Et j'ai vécu ce qu'on appelle ces gated communities, où en fait, la ville, il y a des murs partout. Où les gens se disent, je vais mettre des murs autour de chez moi, on va fermer, comme ça je serai plus en sécurité. Et la ville est pas très belle du coup, et pas très belle à vivre. Heureusement, j'ai pu venir avant. Je me disais, heureusement que j'ai pas été confiné aux Bahamas. Ça aurait été l'enfer parce que il n'y avait aucune coopération. Donc effectivement, ce qu'il expliquait, un incident qui crée une coopération, donc la réaction d'un corps social à un événement soudain externe, crée cette solidarité. Et c'est un peu ce que nous on voit ce que nous on joue et ce qu'on cherche aussi. Parce que nous on cherche à s'appuyer sur un réseau local pour ne pas faire une mauvaise réponse ou ne pas être relevant, on va dire. Les solidarités, elles peuvent être aussi naturellement plus présentes dans un pays ou dans un autre. La question culturelle, elle vient aussi jouer là-dedans. Oui, la question culturelle et puis l'exposition. Je me souviens, c'est une anecdote, mais je me souviens d'être allé chez le dentiste à Manille, en Philippines, après le cyclone Yolanda. On a du mal à s'imaginer nous, mais on est un pays qui vit 25 cyclones potentiels au réel par an. La façon dont on vit, la façon dont nous, on se connaît, on communiquera, sera fatalement différente. Et donc, ça crée des cultures. Quand on parle de culture, là où c'est le plus extrême, c'est encore une fois le Vanuatu, parce que c'est le pays le plus exposé. Et il y a tout à savoir si on a tant de mangue en début de saison, il y aura sûrement un cyclone à la fin. Et ça rentre dans la culture. Nous, on a peut-être perdu un peu de cette culture de préparation catastrophe parce que on ne sait plus écouter la nature aussi, peut-être. On ne sait plus. Et puis même, si je reviens à l'architecture, au cadre bâti, les gens, là, on est la petite France. Hein, on voit des bâtiments colombage, mais pourquoi des bâtiments colombage? Est-ce que c'est pas du tout quelque chose d'artificiel? Ça vient d'une technique de construction locale, avec du bois, du léger, qui résistait aux tremblements de terre, et ainsi de suite. Ça existait. On l'a un peu perdu, enfin, à mon sens. Et ça me semble hyper intéressant. On a, pour l'anecdote, par exemple, sur des choses comme ça, en Haïti, sur le tremblement de terre de 2010, l'école d'architecture de Grenoble, avec le cratère, ils ont reproduit une maison traditionnelle haïtienne qui nous paraît, oh là là, c'est quoi cette maison en bois? Elle a résisté sur table, elle a résisté à un tremblement de terre niveau 8, parce que l'architecture avait l'intelligence de son environnement. Le matériau qui est disponible, les aléas climatiques qui peuvent nous frapper. Voilà. Et c'est vrai que pour moi, c'est une crainte, c'est que finalement, les sociétés, les villes qu'on crée, comment elles vont être capables d'être résilientes au présent et au futur. Et moi, ça me pose des questions. J'ai un regard un peu spécifique parce que j'interviens pas en France, j'interviens qu'à l'étranger. Mais je commence de plus en plus à me poser la question, et si ça se passait à Strasbourg? Alors, votre travail aux Philippines, au Vanuatu, aux Fidji ou en Haïti consiste à coordonner aussi les agences internationales et les acteurs affectés par les catastrophes. Concrètement, est-ce que c'est facile alors que ces acteurs n'ont pas forcément les mêmes objectifs? Non, mais ça marche quand même. En gros, les gens ne le savent pas, mais en gros, suite au génocide au Rwanda et au Darfour, la communauté humanitaire s'est dit il faut qu'on s'organise mieux. Il y a ce qu'on appelle, il y a une réforme humanitaire globale qui a tout remis en cause. Et il y a eu la mise en place, par exemple, de ce qu'on appelle des clusters, donc des secteurs en fait. C'est pas les clusters du Covid, c'est des clusters en termes de... On a un peu perdu le sens de ce mot. Voilà, je trouve que le mot cluster est un peu galvaudé. Bref. En gros, c'est quoi dire? Dans la réponse humanitaire, il y a 11 secteurs de réponse. On va mettre en place ces systèmes au niveau global qui vont pouvoir se déployer au niveau local en cas de catastrophe. Là, je ne parle pas de conflit, je parle que de catastrophe naturelle. Et ça marche aussi pour les conflits, mais principalement catastrophe naturelle. Ça veut dire que si un pays, une région est affectée par un désastre soudain, le gouvernement dit « je ne suis pas en capacité de répondre, de tout coordonner ». Et donc, nous, la communauté humanitaire s'est organisée pour déployer des équipes de coordination sur ces secteurs. Donc, mon rôle depuis 10 ans, c'est de partir avant ou après un désastre et d'essayer d'organiser le bordel. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. En gros, c'est
Une réponse humanitaire, c'est à la fois, c'est avant tout les communautés qui répondent, elles-mêmes bien sûr, mais c'est quoi? C'est les sociétés de la Croix-Rouge, Croissant-Rouge, c'est les ONG nationales, internationales, c'est les Nations Unies, c'est les groupes religieux, c'est les universités, c'est tout ça. Et donc, nous, ce système-là, ça fait quoi? C'est de mettre en place la table. Imaginons cette table. Comment des gens qui ont des objectifs différents, qui ont un mandat différent, comment on va s'organiser ensemble pour, définir une stratégie minimum collective, définir les standards de réponse pour qu'une famille ait à peu près la même chose que sa voisine, sinon ça va créer des conflits, essayer d'organiser l'écoute des populations affectées, traiter sur le pays, donc toutes ces choses-là. Et c'est pas parfait, c'est compliqué, mais ça fonctionne. Et moi, je le fais en tant professionnellement, mais aussi en termes d'engagement, parce qu'on parle souvent de globalisation qui ne marche pas. On dit que le multilatéralisme ne marche pas. Et bien là, ça marche. Et je trouve que c'est finalement une utopie réelle en action, parce qu'on met des gens qui ont des objectifs complètement différents et qui à un moment se disent, alors il y a des vraies raisons pragmatiques, quand on est un acteur et qu'on va aider une communauté et qu'on s'aperçoit que la veille quelqu'un est déjà passé avant, c'est pas terrible, mais on arrive à trouver le plus petit dénominateur commun qui va permettre à l'ensemble de fonctionner. Alors c'est compliqué à mettre en place, ça marche plus ou moins bien, mais ça c'est mieux avec que sans. Et c'est aussi trouver, on parlait de coopération formelle et informelle, c'est finalement un système de formation, un système formel qui essaie de comprendre l'informel et d'aider l'informel. Et en ce moment, par exemple, mon travail en ce moment, depuis mon appartement de Strasbourg, c'est de travailler sur la thématique de comment on peut aider la diaspora, comment la diaspora d'un pays affecté peut contribuer à la réponse humanitaire. Grosso modo, on a une grosse catastrophe, comme Haïti, l'aide humanitaire classique, elle va aider 5 à 10% des gens. 50% des gens, ce sera la diaspora, par exemple, aux États-Unis, haïtienne, des Haïtiens qui sont aux États-Unis, qui vont envoyer de l'argent, qui vont envoyer des volontaires. Et ben moi, je travaille là, en ce moment à comment les deux choses peuvent se connecter. Comment on peut faire levier l'un sur l'autre pour avoir une meilleure aide pour les populations affectées. C'est d'autant plus important en Haïti si on suit un peu ce qui s'y passe. Alors vous dites surtout que l'architecte pourrait apporter ses plus-values et concrètement plus que de la simple construction. On vient de vous entendre là-dessus parce qu'il coordonne, il est aussi un médiateur culturel, il a un esprit de synthèse, il gère des projets évidemment. Comment et pourquoi inviter l'architecture là où on ne l'attend pas forcément ? En fait, l'architecture, moi j'ai fait mon école, je suis étudiant à l'école d'architecture de Strasbourg. Et souvent, c'est vrai qu'on a l'idée de l'architecte, l'architecture comme effectivement ce cadre bâti et de l'architecte qui dessine un bâtiment et qui le crée. Moi, je pense que l'architecte, la discipline d'architecture regroupe énormément de choses. Et que des gens qui font de l'architecture, ils ont beaucoup de compétences qui sont en eux parce qu'ils veulent devenir architectes et qu'on leur apprend. La médiation culturelle, la gestion de projet, des choses comme ça. Et donc finalement l'architecture, et l'architecture on la trouve un peu partout, l'architecture d'un réseau, le mot architecture est finalement dévoyé, mais je trouve ça bien qu'il soit dévoyé parce que ça ouvre un peu les champs. Et l'architecture dans la sphère humanitaire, c'est à la fois la question de l'habitat pour les gens affectés, mais aussi cette architecture de coordination, l'architecture de coopération. Pour revenir à ma table, pour mettre tous ces gens-là autour de la table, par exemple, on a créé des architectures de coordination humanitaire. Exemple, quand on a une crise, au début, en coordination, on peut avoir 150 agences dans la salle. On ne peut pas construire une réponse à 150. Donc, du coup, on a mis en place une architecture de coordination qui est de dire, on va prendre pas plus de 15 personnes. Et quelqu'un qui sera dans cette salle, il va représenter pas uniquement son agence, mais l'ensemble des agences du même groupe. Donc on aura un représentant des Nations Unies, un de la Croix-Rouge, un des ONG locales. Et donc à 15, on va pouvoir arriver à une stratégie. Et ça, c'est une architecture aussi. L'architecture, ce n'est pas que du construit, encore une fois. Alors, votre regard en tant qu'expert inattendu sur les effets du Covid, peut-être autre catastrophe, pas naturelle celle-là, quoique, est-ce que ça renforce l'entraide ou au contraire, est-ce qu'on a plutôt tendance à se refermer sur soi ? J'arrive pas très bien à savoir, moi, personnellement. Alors, c'est très étrange, même moi, personnellement, finalement, c'est la première fois que je vis vraiment une crise, moi, finalement.
C'est très intéressant comme ça a accéléré des dynamiques qui étaient déjà présentes. Par exemple, il y a une grande thématique d'évolution de la réponse humanitaire, ce qu'on appelle la localisation. Comment on peut localiser l'aide? Parce que énormément de financement ou d'énergie viennent des gens qui déploient des gens pour aider. Et on veut au maximum localiser l'aide, donc de faire que l'aide soit faite par les gens, uniquement par les gens. Et donc on s'est rendu compte avec le Covid que c'était possible vraiment. Revenons au Vanuatu, pendant que nous on était tous en avril confinés, le Vanuatu était fermé complètement, c'était hermétique pour que le Covid ne vienne pas. Et ils ont pris un cyclone de niveau 5. Et ils ont répondu tout seuls. Et donc ça a changé les choses. Alors, est-ce que ça a aidé ou pas? C'est compliqué. C'est encore compliqué à dire parce que c'est une crise qui isole de facto. Donc retrouver le lien, ça, on a retrouvé un autre lien. Par exemple, chaque année, on a une semaine de réunion à Genève où l'ensemble des experts arrivent à Genève et discutent ensemble. Mais on s'est dit, les gens qui organisent, est-ce qu'on le fait ou pas cette année? On a essayé de le faire en ligne. Et en fait, on s'est rendu compte de deux choses. On s'est rendu compte que si on le fait en ligne, on économise énormément en argent. Tous les avions, les hôtels. On économise notre empreinte carbone. Mais surtout, on arrive à permettre aux gens des pays très lointains pour qui on se réunit de participer et d'apporter leur voix. Donc dans ce sens-là, la crise du Covid a révélé de nouveaux process qui nous permettent d'être plus en lien que notre objectif final. En revanche, isolé parce que moi, par exemple, je suis un peu bloqué à la maison parce que je ne peux pas être déployé parce que on a des crises où nous, on déploie des gens avec la Croix-Rouge ou d'autres. On déploie des gens pour répondre à une urgence. Des fois, ils étaient bloqués une semaine parce qu'ils étaient cas contacts. Ils étaient devenus cas contacts et ils étaient bloqués. On a aussi envoyé une équipe sur Ebola et ils sont revenus avec le Covid. Donc vraiment des phénomènes très très étranges. Mais c'est compliqué de répondre à cette question. Enfin, dernière question. Est-ce qu'il y aurait une architecture idéale pour la coopération? Pour la coopération? De la coopération ou pour la coopération? De la coopération. Non, pour la coopération. Alors, c'est pas directement lien, mais quand même. Est-ce qu'il y a une architecture? Non. Je vais vous donner un exemple très précis. On imagine qu'il y a peut-être une architecture d'un abri d'urgence fantastique, géniale, qu'on pourrait déployer partout. C'est surtout pas, s'il vous plaît. Toutes les crises où moi j'ai été déployé, j'ai toujours eu à gérer un architecte génie qui dit j'ai la solution, c'est un igloo en plastique. Donc qui pour lui dans son visage c'est des trucs. Non, surtout pas. L'architecture, sa spécificité, c'est qu'elle doit être flexible, adaptable, pas uniquement en termes de matériaux, de résistance ou à la climatique, mais par rapport à la culture des gens. Et puis la culture, est-ce qu'il y a une architecture de coopération idéale? J'ai un peu l'impression que, même si c'est en train d'évoluer, que l'architecture des clusters dont je vous parlais, ça représente, je vous le dis, pour moi, une espèce d'utopie en action, d'un mécanisme de coordination où l'ensemble des partenaires ont le même droit à la parole à la table. Et j'aime cet espace de médiation où on organise le formel, l'informel, qui peuvent se réunir ensemble, partager des opinions et avancer ensemble. Donc oui, c'est peut-être cette architecture dont vous me parlez. Xavier Génaud, merci de nous avoir rejoints pour nous partager vos expériences. Passez de belles fêtes, surtout. Merci. Et pour notre part, nous allons passer par une courte pause avant de retrouver notre prochain invité. Give my man the last word. I always give him what he deserves. But don't forget that little twist of cyanide in his little gift. Experimental beings no longer match. So what's the catch?
not see you, but I see through him. I see through him. The subject of his story in space and time. There is nothing left, it goes far beyond the master stroke of the terrorist. Reigns and moves without prejudice. I always give my man the last word. I always give him what he deserves. But don't forget that little twist of cyanide in his little gift. I always give my man the last word. I always give him what he deserves. But don't forget that little twist of cyanide in his little gift. Experimental beings no longer man. So what's the catch? The seas are empty. Sees the dream. Sees the day. He who sees. Du samedi 27 novembre au mercredi 22 décembre, Radio en Construction s'associe avec la CRES et le Media Lab d'Artefact pour vous proposer des plateaux radio sur les thématiques de l'économie sociale et solidaire. Retrouvez-nous en direct de la place Grimuysen le 27 novembre et les 2, 10, 17 et 22 décembre de 18h30 à 20h ou sur radioenconstruction.com pour discuter coopération, solidarité et entraide avec les acteurs et actrices du marché off, de l'économie sociale et solidaire, ainsi que des initiatives locales. Marchéoff.radio, un rendez-vous à ne pas rater du 27 novembre au 22 décembre en direct de la place Grimuysen et sur radioenconstruction.com. De retour sur le marché off place Grimuysen, toujours sur Radio en Construction, pour ce marchéoff.radio.tv, sous-titré Visage de la coopération. Alors, comme chaque semaine, nous recevons des exposantes ou exposants du marché off. Cette fois, on décale un petit peu notre regard, puisqu'on reçoit Olivier Marchini, qui est chargé de développement pour Caritas et qui travaille sur des chantiers d'insertion avec Carijou et la ferme Saint-André, qui sont donc deux exposants du marché off. Bonsoir Olivier. Bonsoir, vous allez bien ? Très bien. Alors nous avons un peu conçu ces questionnaires comme des speed dating. Votre mission est donc de répondre le plus succinctement et le plus rapidement possible, en essayant d'être le plus clair possible. Est-ce que vous l'acceptez ? Avec plaisir. Alors c'est quoi un chantier d'insertion déjà ? Alors, un chantier d'insertion, c'est un parcours ajusté de formation de personnes qui ont été éloignées du travail pour différentes raisons et qui peut durer entre 6 mois et 24 mois avec un encadrement et un accompagnement spécifique. Pourquoi pour Carijou et la ferme Saint-André précisément ? Qu'est-ce que vous faites pour eux ? Alors moi, je fais le lien avec les entreprises qui peuvent ensuite nous soutenir soit dans les opérations des chantiers d'insertion, soit en recrutant des personnes qui ont terminé leur parcours. C'est facile à faire comprendre à de potentielles entreprises justement l'importance de ces missions-là ? Alors j'ai bien aimé votre idée de speed matching et c'est un peu aussi la démarche d'un chantier, c'est de faire la bonne rencontre entre l'entreprise et la personne qui a acquis de nouvelles compétences. Donc on essaye de la préparer et on essaie que les entreprises comprennent dans quelle démarche elles peuvent aussi accompagner la personne qui reprend pied dans le milieu du travail. Finalement, est-ce que c'est l'économie au service de la solidarité, ce que vous faites ? Oui, alors c'est gagnant-gagnant. L'entreprise, elle est contente d'avoir quelqu'un qui a déjà été préqualifié, qui sait se comporter en entreprise et qui a de la volonté pour prendre des tâches dans le milieu, par exemple, de la construction ou de la logistique, avec beaucoup de demandes de gens opérationnels. Et la personne qui, évidemment, reprend son parcours professionnel est heureuse d'avoir de quoi travailler. Et est-ce que c'est facile de mettre tout le monde d'accord ?
Facile de mettre tout le monde d'accord. La réponse est dans la question. Ça représente toujours un enjeu que les uns puissent comprendre les autres et que les entreprises puissent, encore une fois, proposer aussi une continuité dans le parcours d'intégration professionnelle d'une personne en insertion. Est-ce que ça vous demande d'adopter un langage particulier ? Le langage, c'est d'abord parcours professionnel, compétences acquises, formation et ambition professionnelle. Et ça se retrouve du côté de l'entreprise comme du côté des encadrants de l'insertion. Alors un autre point de vue avec Hélène Imbert, trésorière de l'association Sauver le Monde, qui gère le Wagon Souk, lieu autogéré dédié à l'accompagnement de projets solidaires. Un son de Maxime Gilles. Est-ce qu'on peut coopérer avec tout le monde ? Non. On ne peut pas coopérer avec tout le monde. Pour moi, la coopération, je l'entends aussi dans le sens de la construction collective. Et c'est des mots qu'on met beaucoup à n'importe quelle sauce aujourd'hui. Les collectifs, on monte des collectifs. En fait, un collectif, c'est du travail. C'est un travail d'abord de rencontre, ensuite de co-compréhension et ensuite de co-construction. On va d'abord se rencontrer, on va ensuite essayer d'accepter et de respecter l'autre en tant qu'être humain et de le légitimer dans tout, dans ce qu'il pense, ce qu'il ressent, sa manière de voir le monde, sa manière de fonctionner. Et ensuite, on va se dire, OK, on n'est pas pareil, de toute façon personne n'est pareil, mais on va essayer de co-construire ensemble quelque chose en prenant tous ces facteurs-là en compte. Et c'est quelque chose de très difficile, travailler en collectif. C'est beaucoup plus difficile que de travailler tout seul. Enfin, moi, je sais, surtout, moi, je parle aussi... Je viens d'une pratique artistique où je pouvais passer des mois toute seule devant mes feuilles et avec mes crayons à dessiner pour faire un livre, où du coup tu es en contact avec personne, tu es complètement dans un autre monde et tu es complètement déconnecté de la réalité. Tu es déconnecté justement de ce travail artistique collectif et de cette dynamique collective. Alors, je suis assez d'accord pour dire qu'il faut prendre le temps d'écouter les uns et les autres et de s'ajuster de façon individuelle, spécifiquement quand on parle, encore une fois, d'insertion de personnes qui ont été éloignées du travail pendant plusieurs années, qui viennent peut-être d'ailleurs, qui ont besoin de s'ajuster aux standards et aux réalités. Donc je trouve que le témoignage est intéressant dans le sens où il y a une difficulté humaine et pour trouver un parcours qui soit adapté, il faut prendre un certain temps et un certain accompagnement individuel. Et je ne dirais pas que ça marche dans tous les cas. Et donc je suis d'accord avec l'idée que c'est difficile, mais qu'ensuite on a des personnes qualifiées, on a des volontés qui émergent, on a des personnes qui s'ouvrent, qui se réouvrent au monde. Et tout le défi est justement de retrouver l'estime pour des gens qui ont eu des difficultés de vie. Et donc ça demande une qualité humaine de part et d'autre, à savoir une volonté commune d'avancer. Combien de temps ça prend d'instaurer une bonne collaboration ? Combien de temps ça prend ? Alors, une bonne collaboration dans le cadre de l'insertion, ça veut dire plusieurs mois d'apprentissage. Et comme je vous le disais, ça peut prendre de 6 mois à 2 ans. En moyenne, c'est plutôt 1 an et demi. Et donc, c'est aussi, encore une fois, au rythme de la personne et de sa capacité à redéfinir son projet, à reprendre les morceaux de compétences qui l'intéressent et à avancer. Pour vous, du coup, comme pour les usagers, ça nécessite aussi un peu de patience. Plus qu'un peu, je dirais que oui, il faut de la patience, il faut de la persévérance, il faut de l'écoute et de la bienveillance, qui est une valeur qu'on oublie un petit peu dans le monde du travail parfois. Mais oui, ça prend tout ça. Olivier Marchini, merci beaucoup. Je vais vous poser une dernière question. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour Noël ? Carijou, comme les fermes Saint-André proposent des produits, c'est un mode pour nous d'apprentissage et c'est un chantier ce sont des chantiers d'insertion qui permettent à des gens de pratiquer leur futur métier. Donc n'hésitez pas à passer dans nos magasins. Carijou a des magasins de Faubourg National et à Vandenheim, ainsi qu'un stand ici. Et la ferme Saint-André, fermesaintandré.com, site internet. Olivier Marchini, merci de nous avoir apporté votre expérience. Une nouvelle pause avant de retrouver notre intervieweur préféré pour un grand entretien avec Isabelle Delannoy.
craving this sensation for so long. I've recognized the size of my emotion. Take a breath of this enlightened air and hold it down, but only if you dare. Indescribable feelings, that's not true, I know. If we can't describe together, well, there's things I just won't show. Four letters scare me, but not as much as you. And things progress naturally, you should know. This month's end can't come more rapidly. Can it get more serious, seriously? Motel rooms in crappy towns will stay. Du samedi 27 novembre au mercredi 22 décembre, Radio en Construction s'associe avec la CRES et le Media Lab d'Artefact pour vous proposer des plateaux radio sur les thématiques de l'économie sociale et solidaire. Retrouvez-nous en direct de la place Grimuysen le 27 novembre et les 2, 10, 17 et 22 décembre de 18h30 à 20h ou sur radioenconstruction.com pour discuter coopération, solidarité et entraide avec les acteurs et actrices du marché off, de l'économie sociale et solidaire, ainsi que les initiatives locales. Marchéoff.radio, un rendez-vous à ne pas rater du 27 novembre au 22 décembre en direct de la place Grimuysen et sur radioenconstruction.com. C'est bientôt Noël et ça l'est déjà ici au Marché Off et sur Radio en Construction. Dernière partie d'émission avec Isabelle Delannoy, environnementaliste, co-scénariste de Home, film de Yann Arthus Bertrand et autrice du livre L'économie symbiotique, économie du tout et du soutenable, si je peux résumer les choses ainsi et très vite, qu'elle met en pratique avec Do Green. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Et cette interview est menée par l'inénarrable Thierry Kuhn, directeur d'Emmaüs Mundo. Bonsoir Thierry, je te laisse la parole. Bonsoir Cécile. Merci pour l'inénarrable. Je prends. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue à Strasbourg, bienvenue au marché de Noël, bienvenue tout particulièrement au marché off. Pour ce cycle qu'on a souhaité pour cette année sur la coopération, l'entraide, voilà, que des gros mots dans la société actuelle, mais pas que. La solidarité, comment de la coopération, d'entraide, on peut en faire un modèle économique et un modèle de société pour demain. On pense que c'est possible et on l'expérimente et c'est ce qu'on va essayer d'analyser avec toi. Tu as travaillé sur l'économie symbiotique, donc on va essayer de comprendre ce que c'est. Mais je pense qu'on va comprendre parce qu'on l'applique parfois et souvent, tous les jours. Peut-être d'abord, si tu veux bien nous parler un peu de ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ces questions-là. Cécile vient de nous rappeler que tu as co-scénarisé le film Home, que tout le monde connaît, et je pense que tout le monde connaît ici, avec Yann Arthus Bertrand, que tu as travaillé effectivement sur le concept d'économie symbiotique, mais tu es ingénieur agronome à l'origine. Voilà. Qu'est-ce qui t'a amené à ce travail, à cette réflexion ? Alors, bonjour à tous. Moi, je suis animée... Enfin, ce qui m'a amené à devenir ingénieur agronome, c'est mon amour des sols. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Ça vient des tripes. Moi, c'était le sol. Voilà. Donc, et je crois que c'est aussi l'émerveillement du vivant, de comment ça fonctionne, qui sont des mécanismes au départ très simples, et puis qui donne une fabuleuse diversité alors que les mécanismes à l'origine sont les mêmes. Vous voyez, vous avez 4 bases d'ADN communs, du baobab à l'araignée au ver de terre et à nous, et c'est incroyable parce qu'avec ces mêmes bases, ces mêmes acides aminés ensuite, ces mêmes nutriments, il y a toute la diversité du vivant qui naît et qui se déploie sous nos yeux dans tous ces mouvements, dans toutes ces couleurs, dans ces parfums. Donc c'est assez merveilleux. Et donc cette combinaison entre le sol et puis l'émerveillement du vivant,
m'a amenée à devenir ingénieure, parce qu'en plus moi je viens du Nord et ingénieur c'était le métier qu'il fallait faire, donc ingénieur mais du vivant. Et très vite j'ai eu la chance de faire un stage en agriculture biologique quand j'avais 20 ans, donc c'était il y a 30 ans, et c'était très peu courant. Et là, en fait, c'est un ancien prof de philo qui était devenu agriculteur et il m'a raconté en fait les pesticides. J'ai vu sur sa ferme comment il utilisait ses eaux usées pour les épurer dans un étang, les utiliser dans ses serres et tout le mécanisme qu'il avait mis en place dans un milieu, en plus c'était au Québec, absolument magique. Et ça m'a attiré un peu partout. Donc moi, de toute façon, j'avais décidé de mener ma carrière selon mes convictions. Et donc, ça fait 30 ans que je travaille pour l'écologie, mais jamais en militantisme dans un parti ou dans une association, vraiment par mes activités. Donc ça m'a conduit à faire plein de métiers différents finalement pour pouvoir vivre de l'écologie. C'est toujours pas facile. Alors il y a 30 ans, c'était pas facile non plus. Et donc de fil en aiguille, en effet, j'ai rencontré Yann Arthus Bertrand, j'ai écrit son film Home, j'ai fait des émissions à la télé, devant, derrière, conçu. Et puis en fait, Home est un film sur l'effondrement. Il parle de notre lien à la Terre. Il montre en fait la chute de la biodiversité. Il montre que le changement climatique accélère tout cela et il montre toutes les conséquences sociales que ça a. Et il dit, en fait, c'était en 2009, nous n'avons pas plus de 10 ans pour éviter de basculer dans une terre au visage inconnu. Et ces 10 ans, c'est 2020. C'est parce qu'on avait pu parler avec des scientifiques, des grands scientifiques, les premiers qui ont alerté sur le climat, sur la biodiversité, sur les océans, et qui, à ce moment-là, lorsqu'on arrivait à les faire sortir de leurs réserves, c'est-à-dire demander leur opinion, combien de temps on a, en fait, ils disaient, à part dans la décennie 2020 doit être celle de l'action, on doit avoir enclenché en 2020 vraiment d'autres changements techniques et productifs. Et donc, je me suis dit, mais 10 ans, mais il faut que ça existe déjà. Puis dans ma tête, moi, je sortais d'un film, je voulais faire un film. Mais pour faire un film, il faut tisser des fils conducteurs. Et puis, donc, je suis allée partout à écouter, à lire les nouveaux modèles qui pouvaient ou diminuer nos impacts ou, parce qu'ils produisaient, régénérer nos écosystèmes vivants. Et puis, je me suis rendu compte, en fait, en cherchant mes fils conducteurs, que c'était les mêmes principes. Ils étaient reliés par le même fonctionnement. Et que, en fait, on pouvait décrire aussi l'économie sociale et solidaire comme ça, aussi l'économie des communs comme ça, et qu'en fait, on avait dans le monde entier une nouvelle économie qui était apparue, qui partait des territoires, qui était présente, les acteurs en étaient présents sur tous les territoires, ils fonctionnent de la même façon sous des mots différents, et qu'ensemble, ils couvrent absolument toutes les activités, et que, en fait, toutes ces nouvelles économies circulaires, zéro déchet, open source, la permaculture, l'agroécologie, c'est pas des pansements de notre économie. C'est pas des petites fleurs, des petits oiseaux, c'est une nouvelle logique potentiellement d'une puissance inouïe. Et c'est ça en fait que j'ai sorti finalement maintenant il y a 4 ans et que je déploie aujourd'hui sur les territoires. Je continue maintenant mes recherches sur ça avec le Muséum d'histoire naturelle, Dauphine et l'université Gaston Berger à Dakar, et les Antilles, des gens de la gestion des organisations, de l'économie, des sciences du vivant. Et puis, on a des industries qui se sont créées aujourd'hui selon les mécanismes symbiotiques. Il y a aujourd'hui des gens qui font de l'économie symbiotique sans le savoir et qui s'y reconnaissent. Je crois que c'est votre cas maintenant. Et on a des financiers qui ont décidé de faire des fonds pour ces projets-là. Et aujourd'hui, je crois vraiment qu'on doit faire mainstream, en fait. On a la relève économique. Et on peut le faire. Ouais, voilà. C'est ça mon parcours. Ouais, alors, ça nous parle effectivement, d'autant plus que dans la discussion, dans la préparation des échanges de ce marché off, on s'est dit, mais et c'est ce qu'on disait déjà l'année dernière, il y a plein de gens qui font de l'économie sociale et solidaire sans le savoir. Et voilà, on souhaitait aussi parler un peu de cette économie sociale, solidaire, peut-être de l'économie symbiotique, informelle,
les phénomènes d'entraide, c'est aussi naturel. Mais peut-être justement avant d'en arriver là, on s'était dit tout à l'heure, oui, j'ai préparé quelques questions, mais ça va certainement partir sur des choses qui n'étaient pas prévues. C'est peut-être aussi ça, l'économie symbiotique. On ne prévoit pas tout, forcément, mais il y a plein de choses qui émergent. Tu parlais aussi des conséquences sociales. Je t'ai entendu parler aussi des conséquences sociales. Évidemment, ça nous parle aussi à Emmaüs. On sait à peu près maintenant analyser quand même les conséquences environnementales sur le réchauffement climatique, sur le dérèglement climatique, sur la biodiversité, mais on ne fait pas forcément toujours le lien avec les conséquences sociales. Et je pense que les mots qu'on peut connaître aujourd'hui, cette gestion catastrophique des ressources, ça a aussi des conséquences sociales. Et j'aimerais un petit peu t'entendre là-dessus, et après on reviendra un peu plus sur notion d'économie, notion de symbiose, et l'économie symbiotique. En fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que la caractéristique de toutes nos actions, c'est de régénérer. On régénère. Parce qu'on produit, on régénère. Quand vous êtes ce que vous faites, parce que vous produisez, vous régénérez la société. Ça ne veut pas dire seulement que vous renouvelez de la main-d'œuvre, etc. Non. Vous agissez positivement sur le milieu qui permet que les gens se développent humainement, socialement. Et donc, ça favorise cet épanouissement, cette prospérité sociale. C'est ça, la régénération. C'est pas seulement renouveler ses ressources, c'est d'agir positivement sur le milieu qui les produit. Et on peut très bien comprendre que lorsque dans un enfant, par exemple, oui, vous pouvez lui apprendre plein de choses, etc. Mais si vous tapez dessus toute la journée, que vous détruisez sa confiance en lui, eh bien, il n'aura pas ces capacités créatives d'être humain et d'épanouissement. Mais là, c'est un peu la même chose. Et notre économie, elle est fondamentalement extractive. C'est ça, finalement, que j'ai compris en regardant qu'on pouvait être régénératif. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on extrait ? Qu'est-ce qu'on extrait ? Et en fait, c'est simple. C'est lié au fait que notre économie, elle est dans un processus linéaire. Linéaire, ça veut dire j'extrais, je transforme, je vends, je consomme, je jette. Et il faut relancer la machine économique. Vous voyez, il faut jeter même maintenant le plus vite possible pour pouvoir relancer, que vous ayez de nouveau un nouvel objet, etc. Notre économie actuelle fonctionne comme ça. Mais ça ne marche que si j'extrais au plus bas prix, je transforme au plus bas prix. Donc si j'ai des tampons de pauvreté assez forts, en fait, sur la planète pour pouvoir faire ça, et des tampons de richesse assez élevés pour pouvoir absorber la production et jeter le plus vite possible. Il y a plein de choses qui nous poussent à jeter. Il y a l'obsolescence programmée de nos équipements, c'est-à-dire qu'ils ne sont plus faits pour durer, ils sont faits même pour s'arrêter, même si c'est illégal. Certains ont pu le prouver sur pas mal d'équipements. Il y a le fait qu'on vous induit toujours, d'un point de vue marketing, d'un point de vue de la conso, des désirs que vous n'auriez pas forcément. Et donc, vous trouvez que c'est plus à la mode. Vous trouvez que c'est... Enfin, moi, j'ai halluciné le jour où j'ai vu arriver les catalogues été-hiver de maisons. Le canapé été-hiver, quoi. Avec le canapé, pardon, printemps-été, automne-hiver. Mais je change pas mon canapé. Les canapés Emmaüs qu'on retrouve partout sur le marché off, c'est toute saison. Hein. C'est durable. Ça. Le lustre, Petite page de un pub. truc de dingue. Enfin, bon, bref. Et donc... Et ça, vous voyez, en fait, j'ai compris à ce moment-là, pour un électricien, c'est une différence de potentiel. Et bien là, c'est la différence de développement. Et donc, se dire que on va agir sur les politiques de développement, etc., c'est vœu pieux, ça ne va pas avec cette économie. En fait, on a besoin de cette différence de développement dans une économie extractive. Et donc, elle fait des conséquences sociales terribles, absolument terribles. Parce qu'en plus... Évidemment, elle met en concurrence maintenant les travailleurs qui n'ont pas de sécurité sociale, qui n'ont pas de droits sociaux, on l'a vu avec l'effondrement au Bangladesh à Dhaka du Rajopiana. Pendant, donc, vous savez, ce truc effrayant qui a fait des centaines de morts d'ouvriers du textile et qui s'est effondré de vétusté, là quand même, y compris au Kentucky, les tornades arrivent, on empêche les gens, on oblige les gens à travailler et il y a 60 morts dans une usine de bougies et des morts dans un entrepôt d'Amazon. Donc en fait, cette économie nous tire vers le bas socialement.
les troubles musculo-squelettiques sont la première maladie socio-professionnelle en France avec la dépression. Et on n'est pas dans les pires pays de l'assemblage. Vous voyez, les troubles musculo-squelettiques, c'est à force de faire toujours le même mouvement. Donc ils ont des traumatismes de grands sportifs sans en avoir les reconnaissances ni les revenus. Donc on est vraiment dans une économie qui est devenue inhumaine. Le kiné ce matin me disait, en fait, quand je vois les corps qui m'arrivent, on souffre tous. Depuis la crise, depuis 2008, je vois des corps en souffrance. Voilà, je pense qu'on est vraiment arrivé à une sorte d'apogée où elle n'est plus compatible environnementalement, mais elle n'est plus compatible humainement. Même nos corps, qui sont quand même notre pellicule vivante, souffrent autant que les arbres et ça rejaillit sur notre psyché. Okay. Ça nous parle évidemment, et puis là encore je fais le lien avec l'histoire d'Emmaüs aussi, hein, pour le coup. Ça fait 70 ans qu'on fait de l'économie circulaire, et en particulier du réemploi, de la réparation, des réutilisations, et puis on réemploie les canapés, par exemple, mais pas que. 70 ans, c'était quoi? C'était le début des 30 glorieuses de la société de consommation, début de l'obsolescence programmée, hein, où l'électroménager, etc. etc. Mais c'est aussi le début où on a commencé à considérer les hommes et les femmes comme des ressources, les ressources humaines. Hein, c'est comme ça qu'on appelle ça maintenant dans les entreprises. De la même façon, on a gâché des matières, des ressources, les ressources de la planète, mais c'est aussi des ressources humaines qu'on a gâchées, des talents extraordinaires. Le chômage, c'est surtout ça, à mon sens. C'est un gâchis extraordinaire de compétences, d'envie, de motivation. Et ça, c'est les 30 glorieuses aussi, hein, qui l'ont amené, il me semble. Emmaüs, pendant ce temps, un peu dans l'ombre. Hein. Aujourd'hui, l'économie circulaire, etc., l'économie sociale et solidaire, on en parle heureusement de plus en plus, pas encore assez. Mais voilà, pendant ces 30 ans, Emmaüs s'est développé sur cette idée-là, c'est de redonner une seconde vie aux objets et aux matières, pour le coup, pour donner une seconde chance aux hommes et aux femmes qui, eux aussi, ont été jetés d'une certaine manière, hein, comme une économie linéaire, qui ont été jetés après avoir servi de ressources. Donc c'est exactement le même processus. Et aujourd'hui, on se rend compte de la pertinence de cette démarche. On va revenir, si tu veux bien, cette notion d'économie symbiotique, qu'on le définisse un petit peu. Donc on va être peut-être très didactique, si tu veux bien. On a parlé beaucoup d'économie, et on en parle ici aussi, économie sociale et solidaire. C'est quoi l'économie? C'est pas seulement une histoire de spécialistes. Les économistes, oui, c'est pas pour moi. Hein, moi, j'y comprends rien. L'économie, machin. C'est des tableaux Excel. Machin. Voilà. C'est quoi l'économie? Alors, en effet, on a un moment où on voit qu'on s'est trompé. Donc, il faut aller à l'origine, en fait, des mots, et pas pour aller au-delà de la définition qu'ils ont prise dans un courant donné. Donc, c'est bien d'aller à l'étymologie des mots. Et l'économie, ça veut dire quoi, en fait, dans son étymologie? Eco, ça veut dire la maison et la maisonnée, c'est-à-dire les gens qui vivent dans la maison. Donc, notre maison, c'est la terre, et la maisonnée, c'est nous et les autres êtres vivants. Et nomos, ça veut dire la gestion. Donc, l'économie, c'est la gestion de la terre et de ses habitants. Et à partir de ce moment-là, en fait, quand on voit ce qui nous arrive, quand on parle de cette extraction, de ces crises écologiques, sociales, économiques qu'on a aujourd'hui, en effet, je me suis dit, mais en fait, prouvez-moi que les économistes d'aujourd'hui sont des économistes qui gèrent, si on reprend la définition littérale du mot, qu'ils gèrent en effet la maison et la maisonnée, parce qu'en réalité, on est dans un pillage de nos ressources aujourd'hui, et qui est maintenant conscient que, en fait, je pense que notre économie nous a amené du confort, une abondance qui a permis de l'éducation pour tous, etc. Mais aujourd'hui, elle a terminé sa mission historique, en fait, et qu'elle est devenue du pillage. Et du pillage, on ne peut que le voir. Et on ne peut pas dire, vu ce qui nous arrive, qu'on a géré. Donc, en effet, il faut redéfinir le mot économie. Et comme moi, l'économie symbiotique, c'est une découverte, parce que jamais j'aurais cru que je sortirais un jour une théorie économique. Il a fallu que je me réapproprie ce mot en disant, ben oui, en fait, si je regarde la définition,
c'est vraiment de l'économie. Et c'est une économie complète puisqu'elle couvre toutes les activités. Et c'est une économie globale puisqu'on peut définir ses règles et ses principes de fonctionnement et ses lois de puissance. Donc voilà, et donc l'économie c'est ça, c'est la gestion de la maison et de la maisonnée. Et c'est tout simplement aussi la façon que nous avons de produire, d'échanger et de répartir la valeur et toutes les activités que l'on mène à cet effet dans notre société et sur Terre, ce qui n'est jamais dans la définition. C'est tout ça se limite toujours à dans notre société. Pour vous dire un petit peu aussi le paradigme économique, c'est que dans les revues les plus prestigieuses économiques, académiques, les 50 revues les plus prestigieuses, heureusement il n'y a pas qu'elles, mais quand même, Nicolas Stern a fait une étude du nombre d'articles qui parlaient du climat. Il a trouvé 0,07% de ces d'articles qui parlaient sur le climat, 59 sur 70 000 articles. Sur la biodiversité, 11 sur 70 000. Vous voyez, c'est hallucinant quand même. C'était en 2019 cette étude. Et du coup, économie symbiotique, si je vous écoute bien et si vous venez de revenir à l'origine du mot économie, en fait, ajouter symbiotique, c'est simplement insister sur l'origine du mot économie presque. Oui, c'est vrai. Je n'avais pas vu comme ça, mais c'est vrai. En fait, symbiotique, parce que ce que j'observais, c'est incroyable. Comme je suis agronome au départ, je suis biologiste au départ. Et j'observais, moi, les mécanismes humains. Et je me dis, mais c'est incroyable ce qu'on voit apparaître. C'est le mécanisme le plus puissant qui existe dans le vivant, le plus doux et le plus puissant, c'est la symbiose. Et la symbiose, c'est quoi ? C'est quand deux êtres très différents trouvent dans leur différence leur complémentarité. Et du coup, parce que l'un se développe, l'autre va se développer aussi et réciproquement. Et c'est ça qui est dans un lien très intime. On n'a pas besoin de se déplacer pour avoir l'avantage mutuel. Ce qui fait que énergétiquement, c'est super efficient. C'est pour ça que c'est le plus puissant d'ailleurs. Et c'est ça qui est magique parce que on pourrait se dire, le mécanisme le plus puissant du vivant, c'est la symbiose. Comment on pourrait faire une économie symbiotique ? Mais en réalité, comme je vous disais, en 2009, en sortant de Home, on n'avait pas le temps d'inventer une nouvelle économie si on avait seulement 10 ans. Donc il fallait regarder ce qui fonctionnait déjà. C'est là que je me suis rendu compte que c'était une économie globale, complète, et qui installait, quand on va jusqu'au bout, un mécanisme de symbiose entre l'humain et la planète et la société. C'est-à-dire parce que je produis, parce que je satisfais mes besoins, je contribue, je co-construis les équilibres planétaires avec le reste du vivant. On devient une espèce positive, en fait, pour la planète. Et en utilisant notre génie créatif. Donc ça, pour moi, ça a été c'était une vraie découverte, c'est un vrai cadeau. Et on peut le théoriser. C'est-à-dire que le théoriser, c'est quoi une théorie ? Restons sur les mots. Une théorie, c'est pas du tout un truc... ouais, c'est théorique. Non, une théorie, ça veut dire qui donne les principes, les règles et les lois pour expliquer les faits. Donc c'est très, très ancré au réel. Et ça veut dire donc que c'est transmissible, c'est pas au doigt mouillé. Ça veut dire qu'on peut faire des formations à ça, ça veut dire que n'importe qui peut apprendre à produire, à penser, à entreprendre, à gouverner pour devenir symbiote, donc dans cette relation symbiotique avec la société et avec sa planète. Ce n'est plus antinomique. Je me souviens quand j'écrivais mon livre, je m'étais isolée dans une sorte de monastère. Et vous écrivez quoi ? Un truc sur l'économie et l'écologie. Ah bon, c'est possible, on peut lier les deux. Vous voyez, c'est drôle. Je suis un peu perturbé là. Ça fait 200 ans, 300 ans, je sais pas, depuis qu'on nous dit à l'inverse que à la base de l'économie et du développement, il y a la compétition et la concurrence. Tout notre système économique néolibéral, on l'appellera comme on voudra, capitaliste, etc., est basé là-dessus. C'est en mettant en compétition et en concurrence, parce que dans la nature,
C'est comme ça qu'on dit que, enfin, depuis, j'avais cité Darwin l'autre fois, l'origine des espèces, etc., où on a peut-être un peu mal compris ce qu'il voulait dire par là. La loi de la jungle, c'est la compétition, et c'est ça qui crée de la richesse. Et dans la société humaine, c'est pareil. Si on veut se développer, si on veut créer de la richesse, il faut favoriser la compétition et la concurrence de tous entre tous, et puis les meilleurs vont créer de la richesse et ça va profiter. C'est la fameuse théorie du ruissellement, ça va profiter finalement à tous et au développement de tous et de toute la planète. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'il y a une limite à ça, c'est les ressources humaines, et les ressources de la planète. Sauf qu'on a toujours dit que la compétition et la concurrence est la base du développement, et puis. Voilà. Toi, tu es en train de nous dire que c'est au contraire, c'est la symbiose, la coopération et l'entraide. C'est ça que tu es en train de nous dire? C'est ça qui rend le plus compétitif. Mais parce qu'en fait, vous voyez... Et tu as dit, il me semble, que c'est la symbiose, c'est la force la plus puissante du vivant. Dans l'espace naturel, du vivant. Oui, pour croître en fait, pour que les individus se développent, c'est la forme la plus puissante. Et Lynn Margulis, dans les années 70, a montré que la symbiose était un mécanisme général dans le vivant. On pensait qu'il y avait que les lichens, les coraux. En fait, nous, on est tous symbiotes d'une autre espèce, en fait. Et c'est intéressant parce que c'est aussi... En fait, Darwin écrit en pleine... Angleterre victorienne, en pleine révolution industrielle, enfin pré-révolution industrielle, on est vraiment aux prémices, au moment aussi où les communs disparaissent dans toute l'Europe, à partir du... ça commence dès le XIIIe siècle, mais vraiment à partir du XVIIe siècle. Et donc, on est dans ce capitalisme, en fait. Parce qu'il se trouve que l'extraction va très bien avec le capitalisme. Il y a une symbiose, pour le coup, mais dégénérative, on va dire, qui a fait des mécanismes, enfin, qui a des effets très pervers sur la planète, sur son environnement social, écologique, etc. Mais en effet, pour pouvoir extraire beaucoup de ressources, il faut avoir beaucoup de capitaux. Et c'est ce qui vous donne la place sur le marché et ce qui vous permet d'accumuler encore plus de capitaux, en fait. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est dans une économie de l'offre. Alors, je vais commencer à parler de gros mots, mais vous n'avez pas besoin de Coca-Cola. Il faut... et Coca-Cola, d'ailleurs, pour communiquer, pour vous donner envie de Coca-Cola, il y a 500 milliards d'euros dépensés chaque année dans la publicité et le marketing dans le monde. Bon, pas que Coca-Cola, hein. Mais 500 milliards, c'est presque le budget de la défense des États-Unis. 650 milliards. La Chine, deuxième budget au monde, 150 milliards. C'est pour vous dire, donc 500 milliards dépensés par année en marketing et publicité. Parce que pour savoir que Coca-Cola existe, avoir envie de Coca-Cola, etc., et boire Coca-Cola, il faut que vous soyez matraqué par quelqu'un qui a un produit à vendre, une offre, et qu'il crée le besoin, qu'il crée la demande. L'économie dont on parle, c'est une économie exactement inverse. Donc forcément, il rentre en concurrence, mais il rentre en concurrence même avec vos propres besoins. Quand entre un client, c'est très intéressant, le mot étymologiquement, parce que maintenant je vais voir tout le temps l'étymologie, veut dire vassal, dominé. C'est étonnant, hein. C'est étonnant, hein. Il faut aller voir ça, cliere, vassal, dominé. Donc, dans cette relation linéaire, vous transmettez toujours l'objet, vous transmettez en fait la possession. Eh bien, vous allez chercher à vendre le plus cher possible et vous allez chercher à acheter le moins cher possible. Donc, vous êtes en concurrence tout le temps. C'est pour ça qu'on négocie, gna 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 gna. Lorsque vous créez quelque chose ensemble, en partant de vos besoins, vous êtes dans une convergence de besoins et d'intérêts. Et du coup, c'est votre coopération qui va permettre de créer l'offre. Enfin, de créer, pas créer l'offre, de créer le produit. Mais c'est une économie qui part des besoins, en fait. C'est parce que, par exemple, on va avoir envie, besoin d'acheter de la nourriture de qualité, cueillie à point, de saison, donc vraiment nutritive, que des citoyens vont se mettre en coopération avec les agriculteurs pour pouvoir leur donner, par exemple, la trésorerie pour qu'ils puissent tenir le coup, y compris face à l'urbanisation, etc. C'est les AMAP. C'est les AMAP.
Et ça, c'est né au Japon suite à la pollution de la baie de Minamata, donc suite à des conséquences de pollution. Et vous allez vous organiser pour répondre à votre besoin. Et donc, mais dans l'économie circulaire, c'est pareil. L'économie circulaire, la base. Après, il peut y avoir des choses beaucoup plus évoluées. Mais la base, c'est mes déchets peuvent être tes ressources. Si on est tous pareils, on va avoir tous les mêmes déchets, on aura besoin de tous les mêmes ressources. Donc, en fait, l'économie circulaire ne fonctionne que s'il y a une diversité. Et si les gens sont... En plus, le déchet n'a pas de valeur au départ. Donc, pour que ce soit rentable, il faut une sacrée organisation et une sacrée coopération entre les acteurs selon leurs intérêts convergents. Et c'est en ça où c'est incroyable, mais en effet, on bascule d'une économie de l'offre, donc qui vient de quelque part, de quelqu'un qui veut noyer le marché et qui veut vous donner envie de produire, d'acheter, et qui est dans ce système linéaire dont on parlait tout à l'heure, à une économie des besoins qui, pour les assouvir, oblige à la coopération. Et pourquoi ça fait de la croissance ? Parce que ça fait de la croissance. Parce que lorsque vous dépensez 1 euro, si vous dépensez 1 euro dans cette économie linéaire chez Coca-Cola, 1 euro va d'abord aller chez le distributeur de Coca-Cola, ça peut être une grande surface, et donc ça part dans les sphères, la part du distributeur part dans les sphères de la finance. Et Coca-Cola, il est coté aussi, ça part dans les sphères de la finance. L'euro quitte le territoire et quitte même en général les territoires en général, parce que il y a peu d'argent en fait qui redescend des sphères de la finance. Mais si vous êtes dans cette coopération avec vos agriculteurs locaux, l'euro que vous dépensez, il quitte pas le territoire. En fait, il va chez l'agriculteur qui va lui-même le dépenser. D'abord, il habite sur place. Donc, il va le dépenser pour lui-même consommer, pour payer son logement, pour payer... Et plus, en fait, comme ça, l'économie locale est structurée, plus cet euro va circuler, va donc produire... Parce que quand cet euro est dépensé, en fait, il reproduit 1 euro. En fait, c'est bien ce même euro qui circule, qui fait donc 2 euros d'échange sur le territoire, voire 3 euros. Et en moyenne, c'est 3,5 euros. Et dans des systèmes super structurés, on va jusqu'à 11 euros. C'est-à-dire que votre euro dépensé localement peut générer 3,5 à 11 euros dans l'économie locale, alors que sinon, il reste 0,10 centimes et il part hors du territoire. C'est pour ça que cette économie des besoins crée de la croissance, parce qu'elle crée beaucoup d'échanges. Ok. Alors, justement, c'est une très belle transition vers ce qui se passe ici. Alors déjà, je vais rassurer tout le monde, ceux qui nous écoutent. Ici, il n'y a pas de clients, pour le coup, parce qu'il n'y a pas de vassal ou de vassaux. Il y a des partenaires. Il y a des consommateurs, des acheteurs citoyens ou des partenaires, effectivement. Et on est dans cette économie-là, il me semble. Ici, ce sont des structures locales, de l'économie sociale et solidaire, des structures d'insertion par l'activité économique. Je continue avec ma page de pub. Quand on achète un canapé Emmaüs, ça reste localement, etc. Est-ce que, finalement, dans ce qu'on est en train de faire ici, le marché de l'économie sociale et solidaire, le marché des nouvelles économies, le marché off, avec une économie locale, ce que les uns et les autres, et je vais prendre l'exemple de territoire zéro chômeur longue durée, parce que tu parles beaucoup de l'économie symbiotique, c'est sur les territoires que ça se passe. Ici, on est sur l'Eurométropole de Strasbourg. Territoire zéro chômeur longue durée, c'est bien l'idée, et on en a parlé avec Juliette Hurstel il y a 2 semaines sur les territoires, comment on développe de l'économie, comment on développe des activités non concurrentielles, sur les besoins non pourvus sur les territoires, pour développer de l'emploi pour des personnes en difficulté, pour des personnes privées d'emploi et durablement privées d'emploi, et on essaye de faire en sorte que les deux se rencontrent à travers une symbiose entre les besoins et les personnes qui sont sur ce territoire-là. C'est ce qu'on essaie de faire ici, c'est ce que Emmaüs Mundo, on essaie de faire aujourd'hui dans la vallée de la Bruche, en allant chercher tous les besoins sur le territoire, les communes, les habitants, les associations, et on se rend compte qu'il y a énormément de besoins qui ne sont pas pourvus parce que c'est pas concurrentiel, parce que c'est pas rentable pour les grandes entreprises, parce que Coca-Cola, ça les intéresse pas. On trouve du Coca-Cola dans la vallée de la Bruche, évidemment, mais c'est pas ça qui répond aux besoins. Il y a énormément de besoins, et à côté de ça, il y a des gens qui sont dans des situations
dramatiques, qui n'ont pas de travail depuis des années, où on dit, de toute façon, avec une violence incroyable, la société dit, il n'y a pas besoin de toi. Finalement, mais il faut quand même que tu justifies, parce que tu touches le RSA, parce que tu touches du chômage, etc. Une double culpabilisation, d'une certaine manière. Et c'est sur les territoires qu'on arrive à développer des projets. Et il suffit qu'à un moment donné, il y ait la petite étincelle avec des moyens, effectivement, avec un système de fonctionnement et puis une réflexion et un projet. Et d'un coup, on sent que ça répond à un besoin, à la fois des personnes et à la fin du territoire. Et ça vient presque tout seul après. Une fois que c'est enclenché, c'est assez incroyable ce qui se passe. Et ça, je cite ces exemples-là, je cite l'économie sociale et solidaire sur l'Eurométropole de Strasbourg, ce qu'on est en train de mettre en avant ici. Je cite notre concept des emplois aidants, c'est comme ça qu'on les a appelés, parce qu'ils sont aidants pour la personne et aidants pour le territoire. On sort de la logique, les emplois aidés, c'est de l'assistanat, c'est subventionnés, etc. Non, ils sont d'abord aidants sur le territoire et répondent à des besoins sur le territoire. Et territoire zéro chômeur longue durée, c'est exactement la même chose. Est-ce que toutes ces initiatives, et on pourrait citer plein de choses, les tiers-lieux qui se développent, etc., est-ce que c'est de l'économie symbiotique ? Oui, en fait, l'économie symbiotique, c'est montrer que ces logiques différentes sont complémentaires et qu'elles sont structurées de la même façon. Elles s'assemblent comme des rouages d'une horloge, en fait. Et donc, là-dedans, on trouve l'économie sociale et solidaire, la permaculture, l'open source, les tiers-lieux, les communs, l'économie circulaire, l'économie de l'usage. Et ça, c'est vraiment très important. Ça, j'aimerais qu'on en parle, d'ailleurs, parce que c'est vraiment une clé. Donc, l'économie sociale et solidaire, ça va être aussi toutes les coopératives, etc. En tout cas, qu'on agisse selon ces principes. On a l'ingénierie écologique dans les villes, ce qu'on appelle les villes fertiles. C'est à chaque fois qu'en fait, on crée des écosystèmes vivants et non pas une espèce vivante et non pas une haie tuyave. Une haie tuyave ne vous donne pas aucun service, en fait, très peu, à part brise-vue, vous voyez, mais elle vous donne pas de régénération mentale. Il faut arracher les haies de tuyave. Il faut de biodiversité, il faut une diversité, il faut un écosystème. Et là, ça peut vous donner à manger, ça vous donne du phosphore dans les sols, ça retient les sols, ça donne de la biodiversité, ça retient l'eau aussi, les sols donc se barrent moins, enfin, s'il y a une inondation. Et ce que vous racontez, c'est un écosystème social. Ce que je racontais tout à l'heure, c'est un écosystème économique. Et donc, voilà, ce sont toutes des économies d'écosystèmes. Et moi, j'ai simplement... c'est un peu que j'avais l'impression de ranger la chambre, vous savez, de dire, mais ça se ressemble, c'est un peu comme vous mettez les cubes jaunes d'un côté, les disques rouges là, et c'est ça, en fait, c'est comme des Legos, et qui forment une seule économie, et lorsqu'ils s'assemblent, ils deviennent plus puissants. Et là, il se passe une dynamique, tout à coup, ça rentre en synergie, et ça se met à croître pour les mécanismes que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, parce qu'ils gardent la richesse, et parce qu'ils permettent aussi de contribuer à l'épanouissement des individus et de répondre aux vrais besoins. De la même façon, je vais vous donner un exemple. Pourquoi territoire zéro chômeur, c'est très important ? Moi, j'étais intervenue justement avec quelqu'un qui le présentait, je ne connaissais pas l'initiative, et je l'écoutais, mais je retrouvais tous mes principes. Et il faut notamment partir du besoin. Le Land, qui était le plus pauvre d'Autriche dans les années 90. Grande crise du textile, il ne s'en remet pas. Gros problème de précarité, de chômage. Land entre la plaine et la montagne. Donc des endroits où vraiment très difficile à vivre parce qu'il fait froid. Et vous avez des architectes qui à un moment se disent, qui commencent à construire des maisons, des jeunes architectes pour leurs amis. Mais pour qu'elles soient fonctionnelles, qu'elles soient pas chères, c'est des écolos, ils ont envie qu'elles viennent de la ressource locale, mais de forêts bien gérées, et qu'elles répondent aux fonctions. En partant de ça, en partant du besoin de ses habitants, en pensant l'architecture comme ça, aujourd'hui c'est une des écoles d'architecture dans le monde, c'est-à-dire une pensée de l'architecture qui se déploie le plus vite. 20 ans après, c'est ça, 20 ans après, ils sont le land qui exporte, enfin la région d'Europe qui exporte le plus par habitant. Et ils n'ont que des mécanismes écologiques sur cette architecture.
C'est-à-dire, c'est passif. Ils disent, en fait, une maison qu'on doit chauffer, c'est une maison mal conçue. C'est passif. C'est issu de matériaux locaux, biosourcés, de forêts donc locales et gérées pour leur biodiversité. Donc ça veut dire qu'elles régénèrent aussi toutes les ressources en eau, etc., etc. Et où ils ont développé un tas de micro-industries très spécialisées à haute valeur ajoutée selon les besoins. Comment on intègre un panneau solaire dans le toit? Comment on fait que ce panneau solaire, et les matériaux puissent être renouvelables, etc. Comment parce qu'on a une ressource limitée et qu'on est en grande croissance, on fait au mieux des panneaux les plus... on réutilise tous les coproduits du bois lors de la scierie, lors de toutes les étapes. Et aujourd'hui, en fait, ils ont multiplié les choses. Ils font une ville de 3000 habitants à des locaux municipaux incroyables où il y a la mairie à l'étage, le restaurant communal qui emploie, qui est sourcé des agriculteurs locaux, la crèche, la bibliothèque, etc. Et en fait, ils ont fait le bâtiment U avec des panneaux solaires en ombrage et ça fait la place du village. Donc, si vous voulez, et comment ils ont fait? Ils sont toujours partis des besoins. Et ils ont associé les entreprises, les collectivités, les habitants sur chaque projet. Et c'est le land qui exporte le plus par habitant aujourd'hui d'Europe, alors que c'était un des territoires les plus en crise. Parce qu'il se passe ces dynamiques-là. Tout à coup, il y a un truc qui se passe et qui fait une spirale positive. Justement, au début d'émission, on avait un architecte qui est donc spécialisé dans la réponse aux catastrophes naturelles. Et il racontait donc ces maisons, les safe houses au Vanuatu. Et en fait, ça a été l'occasion de discuter avec lui du lien de ces populations-là à leur environnement. Elles construisent évidemment avec le bois des forêts environnantes et elles savent détecter maintenant, maintenant elles l'ont toujours su d'ailleurs, quand les cyclones vont arriver simplement en observant la nature. Et donc on a constaté que ce lien-là, on ne l'avait plus ici aujourd'hui, on l'a perdu, ce qui suppose qu'on l'a eu un jour. Comment revenir à ça, à cette observation-là, à ce lien-là qu'on a manifestement perdu? Alors je pense que nous, on a pris un prisme très technologique, notre civilisation. On aime ce qui est technologique, on aime les chiffres, on aime... Donc le biomimétisme, qui est en fait l'observation du vivant, notamment pour les mécanismes industriels, aussi maintenant de plus en plus pour les mécanismes organisationnels, en fait, comment les abeilles réussissent à circuler l'information et donc comment on va utiliser, par exemple, dans nos data. C'est des vraies recherches. Et ça rend les choses 30 à 50% plus efficientes, par exemple, pour la gestion de l'information. Donc ça, c'est déjà un appui parce que ça permet de se poser, d'observer, d'essayer de voir ces mécanismes vivants. Vous savez, on a toujours ce sentiment que parce qu'une herbe est fragile, elle peut pas être puissante. En réalité, c'est incroyable. Ce que fait une herbe, elle synthétise la matière de la matière qui est dispersée dans l'air. Le carbone est dans l'air. Elle les synthétise. Elle prend l'énergie du soleil et elle peut fabriquer. Regardez les bambous qui sont aussi résistants que le chêne, qui sont aussi des graminées comme l'herbe, par exemple. Donc on a vraiment négligé le vivant. Nous, on s'est dit, c'est quelque chose. Enfin, c'est tout notre prisme d'être maître et possesseur de la nature, de dominer la nature. Les jardins de Versailles, par exemple, les jardins à la française, c'est le symbolisme, c'est de montrer l'homme plus puissant que la nature. Et donc, le biomimétisme, c'est vraiment une bonne voie pour des gens comme nous, pour les ingénieurs, etc., pour déjà voir le vivant. Puis ensuite, il y a tout simplement, je crois, le lien à notre corps, de pouvoir réécouter notre corps, parce que notre première pellicule vivante, chaque fois que je pose cette question, j'aurais dû vous la poser, quelle est la première pellicule vivante, la plus proche de vous? Et on me dit, je sais pas, mais non, c'est nos corps, notre peau, par exemple, se renouvelle en 21 jours. Tous les atomes de notre peau, ça veut dire qu'ils viennent de l'extérieur.
Tout notre corps, en gros, se renouvelle en 4 mois. Donc, ça vient de l'extérieur. Donc, c'est notre première pellicule terrestre. Donc, la réécoute de notre corps, de sentir... vous savez, par exemple, moi, je fais ça. Mais vous savez les aliments dont vous avez besoin quand vous avez besoin d'amer, quand vous avez besoin d'acide. C'est votre corps, en fait. Mais pour ça, il faut en effet se retrouver c'est la nature du goût. Mais quand on vous dit... certains disent ça, par exemple, sentez les huiles essentielles, vous saurez laquelle vous avez besoin, en fait, celle qui vous attire à ce moment-là. Après, il y a toutes les précautions d'usage, etc., parce que c'est très puissant. Mais il y a, en effet, on est des sous-développés du vivant, en fait. Et on a besoin de retrouver ce lien intime, mais aussi ce lien technique, intellectuel. Alors, il nous reste plus que 3 minutes. Aïe, 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 il y a encore plein de questions. À Strasbourg, on est contraint de fermer les marchés de Noël à 20h. Oui. Il y a encore plein de questions. Alors peut-être la question est essentielle. C'est maintenant comment on fait. Parce qu'on voit bien que, et c'est bien ce qu'on est en train de se dire, c'est que le monde de demain, les solutions pour demain, elles existent déjà, elles existent sur les territoires. C'est plein d'initiatives un petit peu partout dans le monde qui existent déjà et qu'il faudrait changer d'échelle. Comment on fait pour renverser d'une certaine manière cette logique? L'économie dominante, l'économie symbiotique, c'est fondamentalement subversif, peut-être, aussi d'une certaine manière. C'est-à-dire on remet en cause un système dominant, une économie dominante. Comment on fait là maintenant pour changer d'échelle, justement? Alors, ce qui est là où elle n'est pas subversive, étonnamment, parce que moi j'avais très peur de ça, mais en fait, c'est que c'est aussi, on a besoin du capital. C'est-à-dire que c'est pas une économie anticapitaliste. C'est-à-dire que dans le sens où on a besoin, c'est un peu comme une graine. Pour faire ses premières feuilles, elle avait besoin de sa graine, son amidon dans sa graine, en fait. Donc sa réserve. Et donc on a besoin on a besoin des fonds d'investissement, on a besoin de tout ça. Mais elle crée beaucoup d'impact social, écologique, économique, et même l'intérêt général est son moteur, en fait. Ce qu'on me disait, c'est les besoins qui sont son moteur. Ce qui est quand même antinomique avec le capitalisme, il me semble, où c'est l'intérêt particulier qui c'est prime. Ça. Mais donc c'est en ça où c'est pas dans nos lignes de pensée habituelles. Donc en ça, c'est très subversif parce qu'on a du mal à le comprendre. Pour moi, dans tout ce qu'on fait aujourd'hui et qui s'est développé, c'est de partir des territoires et de comprendre. Cette économie symbiotique, c'est d'abord la symbiose entre l'économie sociale et solidaire, l'économie circulaire, la permaculture, l'agroécologie, les communes, on pourrait dire l'économie communale. Il faut que les mairies, et le Vorarlberg, c'est exactement ce qui s'est passé, deviennent acteurs économiques de leur territoire, comme Ungersheim l'a fait, par exemple. Oui. Alors, je le dis toujours très mal. On dit Ungersheim. Et je suis désolée. Et on doit être conscient de ça. C'est bien parce que c'est à notre échelle d'action. C'est beaucoup plus facile d'agir sur nos territoires que d'agir sur les entreprises du monde, ou sur les gouvernements du monde. Parce qu'on dit le problème est tellement grand, il faut des gros pour le résoudre. Donc c'est notre... En fait, non. Parce que le vivant est planté quelque part. Et un brin d'herbe, il n'est pas planté dans une frontière aérienne ou dans des datas du CAC 40. Non, il est bien planté à un endroit. Et on a vraiment besoin de reconstituer ces écosystèmes vivants qui, d'une part, absorbent le carbone, qui permettent de nous adapter qui sont à la base des équilibres planétaires, mais qui sont aussi très forts pour nos équilibres sociaux. On ne réagit pas de la même façon, en fait, quand on a un bel écosystème autour de nous et un environnement varié. On a tendance à s'arrêter, on a tendance à moins consommer, on a tendance à être pour peu qu'il soit comestible, on a tendance vraiment à parler, à discuter, etc. Donc c'est la base du lien social d'ailleurs. On le voit aux États-Unis sur des études qui sont montrées. Donc relions toutes ces logiques-là, comprenons leur complémentarité, faisons des projets, documentons-les. Montrons qu'on fait de la rentabilité, montrons même qu'on fait de la croissance. On ne va pas en plus s'excuser de faire de la croissance. Mais que cette croissance, ce n'est pas son but.
C'est pas notre but de faire de la croissance, mais il se trouve qu'elle se produit par ce mécanisme dont je vous parlais de circulation de la richesse. Et documentons-la et montrons son efficience. Et ça, en documentant, c'est pour ça qu'aujourd'hui je repars en recherche avec Dauphine, avec le Muséum d'histoire naturelle, etc. C'est parce que on a besoin de pouvoir donner les clés pour répliquer et puis pour donner confiance aux collectivités locales et à certains fonds d'investissement qui n'ont pas envie de faire de greenwashing, il y en a, pour investir dans cette économie. On va faire les rebelles. On va encore poser une question, Thierry. Allez, une dernière question pour le coup. C'est, on voit bien que ça existe effectivement. C'est pas une utopie, ce qu'on est en train de se dire, il me semble. C'est effectivement, c'est l'économie du réel. Ça existe. Aujourd'hui, ça émerge partout. C'est une économie réaliste, peut-être plus réaliste que l'économie productiviste, néolibérale, etc. Et parmi les réalistes ou les utopiques réalistes, etc., et ceux qui s'engagent et qui essaient de développer des projets, il me semble, c'est surtout la jeune génération qui a une conscience extraordinaire aujourd'hui des enjeux et qui développe des projets, qui ont des envies de développer des projets, qui se posent plein de questions. Allez, du coup, la dernière question, c'est quel serait ton message à la jeune génération ? Et peut-être aussi à la moins jeune génération, qui doit aussi laisser de la place en particulier aux jeunes, qui sont géniaux. Enfin, c'est génial ce qui se passe dans la jeunesse. Moi, c'est drôle parce que en fait, dans une interview, j'avais dit une fois justement, quelque chose que je vais vous redire là maintenant, parce qu'il y a plein de personnes, de jeunes gens qui m'ont dit « Merci, vous m'avez réconcilié avec le fait de faire des enfants ». Donc voilà ça m'a tellement touchée que je vais vous dire ce que j'ai dit. On me posait cette question notamment par rapport à la démographie. En fait, il faut arrêter de faire des enfants, etc., etc. Et moi, j'ai dit, mais quand je vois les lycéens qui sont dans la rue, qui, lorsqu'ils sont dans la rue, ils n'interpellent pas le président de la République, ils interpellent en fait nous, leurs parents, leur génération. Et heureusement en fait qu'ils sont là, parce que c'est eux qui nous font bouger. Et puis parce qu'aujourd'hui, on a surtout besoin d'adaptation, en fait. Et c'est les sociétés jeunes qui s'adaptent. Et donc c'est grâce à la jeunesse d'aujourd'hui qu'on aura peut-être les chances de s'adapter. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Et moi, je suis même pour aujourd'hui on devrait revoir nos systèmes de vote. Parce que à partir du moment où on prend conscience qu'on est vraiment dans un autre... qu'on passe dans une autre phase, que le futur ne sera vraiment... Quel que soit son visage, il ne sera pas comme aujourd'hui. Eh bien, en fait, on devrait donner un vote plus majoré, je trouve. Plus on a d'années encore à vivre, en fait, plus on devrait majorer le vote. Parce que ces années qu'on laisse, elles vont être très, très dures. Et la jeune génération est souvent, pas toujours, mais souvent plus consciente que l'ancienne génération qui elle... c'est horrible de se dire que d'avoir fait ses amis, sa carrière, son métier, en se disant mais que alors j'aurais fait tout ça, je serais coupable de tout ça. D'abord, je pense pas, on savait pas, mais on est responsable de l'avenir. Voilà. Si c'est pas subversif, ça. Oui, ça c'est subversif. Ouais, ça, c'est subversif. Surtout que la médiane, c'est-à-dire 50% des votants ont plus de 55 ans, donc. C'est exactement ça. Merci beaucoup. Je crois que là, il faut qu'on arrête, c'est ça ? Il est 20h05. Ouais, il est 20h05. Ouais, on a pris 5 minutes de plus. On était subversifs aussi. Merci du beaucoup. coup, ouais. Merci beaucoup, Isabelle. Et je crois que on va pas s'arrêter là parce qu'on a des enjeux de coopération, je crois, ensemble, entre nos projets et puis cette réflexion autour de l'économie symbiotique. Merci. Merci Isabelle Delannoy, merci Thierry Kuhn. Visage de la coopération sur marchéoff.radio, sur Facebook et Radio en Construction, c'est fini pour ce soir. Merci à toute l'équipe des indépendants à la vidéo, à Lucie Olivier, coordinatrice de Radio en Construction, Maxime Gilles, notre technicien, et Emma Schneider, journaliste. Merci évidemment à la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire et ses partenaires.
On se retrouve la semaine prochaine, mercredi 22 décembre, dès 18h30 sur le 90.7, radioenconstruction.com et Facebook pour une dernière émission grand format, cette fois qui va se poser la question sommes-nous tous coopérateurs, coopératrices? Belle soirée à toutes et à tous et merci de nous avoir suivis. Et merci Cécile. Du samedi 27 novembre au mercredi 22 décembre, Radio en Construction s'associe avec la CRES et le Media Lab d'Artefact pour vous proposer des plateaux radio sur les thématiques de l'économie sociale et solidaire. Retrouvez-nous en direct de la place Grimeisen le 27 novembre et les 2, 10, 17 et 22 décembre de 18h30 à 20h ou sur radioenconstruction.com pour discuter coopération, solidarité et entraide avec les acteurs et actrices du marché off, de l'économie sociale et solidaire, ainsi que les initiatives locales. Marchéoff.radio, un rendez-vous à ne pas rater du 27 novembre au 22 décembre en direct de la place Grimeisen et sur radioenconstruction.com.